Partir, chapitre 5. Une visite surprise. Aujourd'hui, je vous invite à monter à bord de ma machine à remonter le temps, ma machine à souvenirs, pour aller rendre visite à mes ancêtres, les Daves. Quelle famille de travailleurs, ces Daves! Le papa, Gilbert, avait une affaire qui marchait plutôt bien, quelque part en région namuroise. Au milieu du XIXe siècle, il a eu l'opportunité de travailler à l'étranger. Un contrat à Sometown, en Middlesex, en Angleterre. Oui, ça ne fait que quelques années que j'ai appris que mes ancêtres avaient quitté la Belgique pour vivre en Angleterre. Pendant 1, 2, 3 années donc, Gilbert, alors âgé de 30 ans, était installé à Sometown avec sa femme, et c'est là que leur fils, Victor-Henri, est né en 1867. On imagine un peu le voyage. À l'époque, il n'y avait ni Eurotunnel, ni Eurostar, ni Ryanair. Il n'y avait pas d'euro du tout. Ils ont dû prendre le bateau et sûrement même le train avant de pouvoir arriver à destination. J'imagine qu'ils ont dû apprendre l'anglais, mais pourquoi exactement sont-ils partis? Était-ce juste pour l'argent ou bien y avait-il de la curiosité, de la recherche d'aventure? Et pourquoi sont-ils revenus? Sans doute que leur famille leur manquait. C'est à la belle époque que mon arrière-arrière-grand-père anglophile s'est marié et s'est installé avec sa femme à Sorine-la-Longue. Le 21 août 1912, mon arrière-grand-mère Stéphanie Dave est née. Je l'ai bien connue et je lui ai posé des questions. Elle m'a volontiers parlé de son enfance qui n'a pas été rose. Elle a été marquée. Enfant, on lui faisait faire de dures corvées. Par exemple, elle devait aller chercher un énorme sac de farine ou de pommes de terre au magasin. Voilà qu'un jour, on l'envoie chercher des patates, et le sac était tellement lourd qu'elle devait s'arrêter toutes les 10 secondes pour reprendre son souffle et sa force. Son père l'attendait, et une fois rentrée, il l'a engueulée, comme un chien, parce qu'elle avait pris trop de temps à son goût. Ce connard la battait. Alors elle se réfugiait souvent dans sa chambre pour pleurer. Sa mère était un petit peu plus gentille, mais pas tant que ça. Elle sautait probablement sur chaque occasion de partir de chez ses parents. Une de ces occasions de partir, c'était l'école à Ciné. Et ensuite, la meilleure occasion s'est appelée Antoine. Ils se sont rencontrés à la boulangerie du village. Et quand il l'a demandée en mariage, elle a tout de suite dit oui à cet homme de Dorine, qui avait 16 ans de plus qu'elle. Physiquement, il n'avait rien pour plaire. Petit, voûté, voire bossu, mais il était très gentil et il savait jouer du piano. Il composait même des airs. Et sans doute avait-il également une bonne situation, ce qui a probablement plu à Stéphanie. Elle n'était pas non plus un canon de beauté. Petite, alors qu'elle caressait une chèvre, l'animal a eu un brusque mouvement de tête. Sa corne s'est retrouvée dans l'œil de Stéphanie. C'est avec cet œil qui disait merde à l'autre que nous l'avons toujours connu. Dans les années 30, le couple s'installe chaussée de marche à Assès, dans la toute première maison en haut du village. Par les photos qu'elle nous a laissées, on perçoit une vie de famille heureuse avec Antoine et ses 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mais la petite, dont j'ai oublié le nom, n'a pas vécu longtemps. Elle est morte d'une maladie. D'autres événements ont bouleversé sa vie à Assès. Au début des années 40, pendant la guerre, je ne sais plus vraiment pourquoi, Antoine et ses fils, Abel, mon grand-père, et son petit frère Philippe, ont quitté la Belgique et se sont réfugiés en France. Pour rejoindre la France, ils ont beaucoup marché, alors que les 2 garçons étaient jeunes et que c'était très dur sans leur mère. Leur errance en France les faisait voyager de ferme en ferme. Ils dormaient souvent dans des granges, sur de la paille. Un matin, dans une de ces granges françaises, mon grand-père et son frère ont trouvé leur père sans vie à côté d'eux. Il était mort d'un problème à l'estomac. Ils se sont alors retrouvés tous les deux presque orphelins. Heureusement, ils ont été recueillis par une famille française. Ces Français se sont occupés d'eux comme de leurs propres enfants. Ils ont été scolarisés en France et sont restés dans cette famille à peu près 3 ans.
Après la guerre, ils sont revenus chez eux à Assès. À Assès, leur mère habitait toujours la même maison. Le jour de leur retour, elle ne pensait pas à eux. Elle vaquait à ses tâches quotidiennes, seule. Tout d'un coup, elle a entendu frapper. Elle a ouvert la porte et là, elle a vu des adolescents. Elle ne les a pas reconnus tout de suite. Qui êtes-vous? Ils avaient tellement changé. Elle avait dit au revoir à des enfants et elle retrouvait de jeunes hommes. Abel avait 14 ans et il était temps pour lui de commencer à travailler. Il répétera ce mot sans cesse, comme le leitmotiv de sa vie. Travail. Stéphanie ne pensait-elle plus à ses enfants ni à son mari pendant ces 3 années? Mais si, et sa fille lui a manqué toute sa vie aussi. Elle trouvait cette guerre stupide. C'était une pacifiste, Stéphanie. Elle disait qu'on soit allemand, belge, français, qu'importe la nationalité. On est tous pareils, des humains. Il y a du bon et du mauvais dans chaque pays. Elle le savait, car pendant ces 3 années, elle a eu un jour une visite peu commune et très inattendue. Justement, une visite surprise. C'était un soir d'hiver, il faisait sombre. Elle était seule, comme d'habitude. Elle a entendu frapper à la porte et là, quand elle a ouvert, stupeur. Il y avait 3 Allemands en uniforme. Que voulaient-ils? Ils voulaient de la nourriture et un logement. Alors, elle s'est sentie obligée. Elle a eu très peur au début. Elle leur a préparé à manger et ils sont restés une nuit, peut-être deux. Ils étaient très sympas, très respectueux. Ils lui ont dit qu'ils n'aimaient pas la guerre. Ils n'aimaient pas se battre. Cette histoire, je vous la transmets parce que je sais que c'était important pour elle. Elle ne m'a pas transmis beaucoup de choses, mais cette anecdote, elle a pris le temps de me la raconter parce que je pense que ça l'a marquée. C'était sa prise de conscience du monde de fou dans lequel on vit. Elle prenait conscience de la réalité de l'autre côté de la frontière, des gens qui vivaient les mêmes problèmes. Et moi, je vous la raconte, cette anecdote, comme un message de paix de sa part.